De l'autre côté du monde, dans l'est de la République démocratique du Congo, un groupe armé poursuit une guerre que beaucoup ont oubliée. Ils ne sont pas congolais. Ils sont nés au Rwanda. Ils ont participé au plus rapide génocide du XXe siècle. Et 32 ans plus tard, ils sont toujours là, toujours armés, toujours dangereux et de plus en plus intégrés à l'armée congolaise. Ils s'appellent les Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR. Et ce documentaire raconte leur histoire réelle. Depuis le génocide de 1994 jusqu'à aujourd'hui, sans filtre, sans parti pris, avec des faits. Ce document est produit à des fins historiques et éducatives. Il est basé sur des rapports des Nations Unies, de Human Rights Watch et de Crisis Group et des déclarations officielles de gouvernements et d'organisations internationales. Le 6 avril 1994, l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana est abattu au-dessus de Kigali. En 100 jours, 100 000 à 1 million de Tutsis seront systématiquement massacrés par l'armée rwandaise, les phares, et par les milices Interahamwe. En juillet 1994, le Front patriotique rwandais dirigé par Paul Kagame prend le contrôle du pays. Entre 1 500 000 et 2 millions de réfugiés Hutus, dont 30 à 50 000 soldats des phares et des miliciens Interahamwe, fuient vers l'ouest du Zaïre. Ils arrivent à Goma, à Bukavu, à Uvira, avec leurs armes, avec leur hiérarchie et avec une idéologie intacte. L'ONHCR établit des camps qui accueillent plus d'1 million de personnes. Mais les camps sont militarisés. Les ex-phares et les Interahamwe y maintiennent leur commandement, leurs entraînements et leurs projets politiques. Le camp de Mugunga, près de Goma, devient littéralement un quartier général militaire. Mobutu Sese Seko, le président zaïrois, les héberge, les arme et blanchit leur argent. En octobre 1996, Laurent Désiré Kabila, avec le soutien du Rwanda et de l'Ouganda, lance la guerre qui renversera Mobutu. Mobutu tombe. Le président de l'AFDEL, M. Laurent Désiré Kabila, l'obligation plutôt, à tous les éléments des forces armées zaïroises, ainsi qu'à toutes les forces spécialisées, à déposer les armes à 11 heures locales, 11 heures de Kinshasa. En juillet 1998, Laurent Désiré Kabila rompt avec ses alliés et leur ordonne de quitter le territoire congolais. Il déclenche la deuxième guerre du Congo. Et quelques mois plus tard, la deuxième guerre du Congo est déclenchée. Et pour combattre, Kabila fait ce que personne n'aurait imaginé. Il s'allie aux ex-phares et aux Interahamwe, ces mêmes forces génocidaires qu'il était censé combattre. Il les réarme, il les intègre à sa stratégie militaire. Les ex-phares et les Interahamwe se dispersent dans les forêts du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ils se réorganisent. D'abord sous le nom d'Alir, armée de libération du Rwanda. Puis, le 15 septembre 2000, à Lubumbashi, ils fusionnent pour créer officiellement le FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda. Leur chef militaire, Sylvestre Mudachumura, ancien combattant de la garde présidentielle sous Habyarimana, leur chef politique, Ignace Murwanashyaka, basé en Allemagne. Dans leur charte fondatrice, les FDLR revendiquent le renversement du gouvernement rwandais et le retour au pouvoir de Hutu. Mais sur le terrain, leur objectif réel est différent. Survivre, contrôler des territoires, exploiter des ressources et maintenir vivante une idéologie génocidaire.
Pendant plus de 20 ans, les FDLR ont sémé la terreur dans l'est de la RDC. Leurs crimes sont documentés par l'ONU, par Human Rights Watch, par Amnesty International et par la Cour pénale internationale. Voici quelques-uns de massacres documentés. Mai 2009, Busurungi, territoire de Walikale. 200 à 1000 soldats FDLR sous le commandement du lieutenant Mandala attaquent le village. 60 à 96 civils sont tués. Les soldats vont de maison en maison, brûlent, pillent, tuent. Les femmes sont violées, mutilées avec des bâtons, des fœtus arrachés de leur ventre. Des victimes sont jetées dans les maisons en feu. La Cour pénale internationale a documenté ces crimes en détail. Le rapport de la CPI cite « Les troupes FDLR allaient de porte en porte, brûlant et pillant des maisons et tuant les civils de façon systématique. Des soldats FDLR ont violé des femmes et, dans certains cas, ont ouvert leur ventre pour en retirer les fœtus. » Juillet 2009, Kipupu. Les FDLR tuent plus de 100 personnes et en janvier 2010, un autre massacre à Busangi. En août 2010, 27 paysans tués à Karambi. Mais les crimes qui définissent le plus les FDLR, c'est le viol systématique utilisé comme arme de guerre. Human Rights Watch a documenté des centaines de cas entre 2009 et 2010. Les FDLR ont commis plus de 7000 viols. 7000 des femmes, des fillettes, parfois des garçons. Les unités FDLR entraient dans un village, violaient toutes les femmes et brûlaient les maisons. Les chiffres globaux sont ahurissants. Selon les Nations Unies et Human Rights Watch, les FDLR ont commis plus de 700 civils tués entre janvier et septembre 2009 seulement, plus de 7000 viols documentés, plus de 7000 maisons détruites, plus d'1 million de personnes déplacées et un pillage systématique des ressources naturelles. Les FDLR contrôlent plus de 30 mines dans l'est de la RDC. Or, coltan, cassiterie, tungstène. Le trafic de charbon, du bois, du parc national de Virunga leur a rapporté entre 30 et 50 millions de dollars par an. Cet argent finance leurs armes, leur logistique et leur propagande diffusée depuis l'Europe. « 2002 à 2020. Pendant ces 2 décennies, la communauté internationale a essayé de désarmer les FDLR, sans succès. En 2002, les accords de Sun City établissent la transition en RDC. Mais les FDLR ne sont pas partie prenante. En 2007, les communiqués de Nairobi créent un cadre pour leur démobilisation. Seulement 500 combattants se rendent. En janvier 2009, une opération conjointe rwando-congolaise, Umoja Wetu, frappe les FDLR. L'opération devait les neutraliser. Elle repatrie 1500 combattants, mais les FDLR survivent. Leur chef politique, Mourouana Chiaka, est arrêté en Allemagne en novembre 2009. Il sera condamné à 13 ans de prison pour crimes de guerre et terrorisme. En 2014, 330 combattants FDLR se rendent volontairement. C'est le plus grand geste de mobilisation de l'histoire du groupe. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau. Les programmes de DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, sont sous-financés, mal organisés et surtout, ils ne s'attaquent pas au problème du fond, la volonté politique de Kinshasa. En 2018, les camps de DDR sont fermés, le processus est mort et les FDLR continuent. Voici le paradoxe central de l'histoire des FDLR. Un groupe formé par les responsables du génocide de 1994, reconnu comme groupe terroriste par les États-Unis et l'Union européenne, est devenu un allié opérationnel de l'armée congolaise. Cette alliance a commencé en 1998, quand Laurent Désiré Kabila a armé les ex-FARC. Mais, sous le président Félix Tshisekedi, cette collaboration est devenue systématique. Le rapport final du groupe d'experts de l'ONU, publié en juillet 2024, est sans appel. Je cite, « Le gouvernement a continué d'utiliser le groupe Wazalendo et les FDLR comme proxy dans la lutte contre le M23. Les instructions du chef d'état-major des FARDC pour mettre fin à la collaboration avec les FDLR n'ont pas été suivies. Le département américain a à plusieurs reprises condamné cette collaboration. En juillet 2024, les États-Unis ont sanctionné un leader FDLR, Gustave Kouboyo, pour sa participation au combat
aux côtés des FARDC. L'Union européenne a fait de même. Le rapport de l'ONU documente des opérations conjointes FARDC-FDLR à Sake, à Rutshuru, à Masisi. Des hélicoptères de l'armée congolaise ont transporté des FDLR. Des munitions bulgares achetées par la RDC ont été retrouvées dans les positions FDLR. Des soldats FDLR ont été vus portant des uniformes FARDC. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a été accusé d'apporter $300,000 par mois aux FDLR. Pourtant, à la tribune des Nations Unies, le président Tshisekedi minimise le problème. Il représente les FDLR comme un groupe faible et résiduel, un éternel prétexte utilisé par le Rwanda pour justifier son intervention en RDC. Mais les chiffres disent autre chose. En 2024, les FDLR comptaient entre 1500 et 4000 combattants, 3 fois plus qu'en 2021. Pour comprendre pourquoi les FDLR sont encore là, il faut comprendre le conflit plus large. En novembre 2021, le M23, un mouvement, ressurgit dans le Nord Kivu. Le M23 revendique la protection des communautés Tutsi contre les FDLR et les milices alliées. Goma est passé sous administration du M23 en janvier 2025, puis Bukavu en février. L'Alliance Fleuve Congo, créée par Corneille Nangaa, ancien président de la commission électorale, rassemble 17 partis politiques. Face à cette offensive, l'armée congolaise s'est alliée aux FDLR et aux milices Wazalendo pour répliquer. Cette alliance a des conséquences profondes. En s'alliant aux FDLR, groupe issu du génocide de 1994, les FARDC envoient un message politique qui renforce le narratif du M23. Ces mouvements affirment depuis le départ qu'ils luttent contre un système qui protège les génocidaires. Et lorsque l'armée congolaise intègre littéralement ces mêmes génocidaires dans ses rangs, ce narratif gagne de crédibilité. Les résultats humanitaires et catastrophes. Près de 8 millions de personnes sont déplacées à l'est de la RDC, des millions d'enfants n'ont pas accès à l'école, des familles vivent dans les camps et dans ce chaos, le FDLR continue d'exploiter des ressources, de taxer la population et de commettre des violences. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté plus d'une douzaine de résolutions les condamnant. Les États-Unis ont classé les FDLR comme groupe terroriste. L'Union européenne a sanctionné plusieurs de leurs leaders. La MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, a un mandat qui inclut la protection des civils contre les groupes armés. Mais la MONUSCO n'a pas réussi à neutraliser les FDLR. Ces opérations sont limitées par un mandat restrictif, par le manque de coopération de Kinshasa et par la complexité du terrain. En juin 2025, les accords de Washington entre la RDC et le Rwanda font de la neutralisation des FDLR le pilier central du processus de paix. Un plan en 4 phases est établi sur 90 jours. Mais en novembre 2025, les FDLR refusent de se rendre et les FARDC ne lancent aucune opération contre eux. L'accord reste lettre morte. En 2025-2026, les FDLR sont toujours présents dans l'est de la RDC. Leur bastion principal se trouve dans le territoire de Masisi dans le Nord Kivu. Ils sont dirigés par Gaston Iyamuremye, alias Birigiro, avec Gustave Kubwayo à la tête de leur force spéciale. Le CRAP Kubwayo est sanctionné par l'ONU, l'Union européenne et les États-Unis. Leur effectif oscille entre 1500 et 4000 combattants. Ils sont fusionnés avec le Wazalendo, les milices patriotiques congolaises. Ils reçoivent des munitions, de la nourriture, un soutien logistique de l'armée congolaise. Ils contrôlent toujours les mines d'or, de coltan et forment de nouveaux combattants. Les populations locales vivent sous leurs emprises. Taxation illégale, travail forcé dans les mines, violences sexuelles, enfants recrutés, et tout cela se passe sous le regard de la communauté internationale qui, depuis 32 ans, observe sans parvenir à agir. En 2 ans, de 1994 à 2026, les FDLR sont devenus l'un des groupes armés les plus durables de l'histoire africaine. Formés par les responsables du génocide rwandais, ils ont tué, violé, pillé et recruté des enfants dans l'est de la RDC pendant 3 décennies. Ils ont survécu à 4 présidents congolais.
à 17 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, à des opérations militaires conjointes et à des programmes de démobilisation. Et aujourd'hui, ils sont intégrés à l'armée congolaise. Ils combattent aux côtés des FARDC. Ils sont payés, armés et logistiquement soutenus par un gouvernement qui, à la tribune des Nations Unies, affirme les combattre. L'histoire des FDLR n'est pas seulement l'histoire d'un groupe armé. C'est l'histoire d'une communauté internationale qui a échoué, d'un gouvernement congolais qui a choisi l'alliance tactique avec des génocidaires plutôt que la paix avec son voisin, et des millions de Congolais qui, depuis 32 ans, payent le prix de cet échec. Cette enquête était présentée par 370 Films.